animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire à la nouvelle école secondaire de Pierrefonds. J'aimerais souhaiter la bienvenue à notre invitée. Bonjour Adélaïde, merci de participer à notre projet de solidarité envers les travailleurs de la santé et les résidents de CHSLD. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer en quoi consiste ton travail? Bonjour Joanne, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je travaille actuellement au centre de recherche de l'hôpital St. Mary's. Et puis, lors de la première vague et puis à nouveau pour la deuxième vague, j'ai proposé de venir aider dans les CHSLD pour des CHSLD qui sont en éclosion Covid. Moi j'ai une formation médicale de médecin de santé publique en France. Et puis, j'ai réalisé que je pouvais venir en renfort dans ces milieux qui sont actuellement en crise. Bravo! Quelle belle implication. Alors, comment ça se passe au quotidien, selon ce que tu as observé? Donc, moi, je suis allée dans plusieurs milieux déjà, entre 4 dans la première vague, puis là, mon deuxième milieu. Et puis, en général, pour venir en renfort, bien sûr, on vous envoie dans un milieu où il y a eu une éclosion récemment. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans un CHSLD où il y a eu une éclosion. Donc, comme c'est des milieux de vie qui sont très, très restreints, il y a beaucoup d'interactions entre les personnes. C'est pour ça que s'il y a un cas qui rentre un jour, soit par un professionnel, soit par une personne qui vient visiter un résident au CHSLD, puis l'infection va vraiment se diffuser très vite d'un résident à un autre, etc. Donc, dès qu'on sait qu'il y a ce qu'on appelle donc une éclosion, il va falloir réagir très vite sur deux choses très importantes. Il y a une partie, c'est la réponse médicale. Donc, on va voir qui a besoin de soins, qui va devoir sortir pour être hospitalisé, s'il y a besoin à l'extérieur pour soigner cette infection Covid. Et puis, il y a l'autre versant qui est ce qu'on appelle prévention, contrôle des infections. Puis ça, c'est vraiment prévenir que l'infection continue, le Covid continue à diffuser dans l'établissement. Donc, ça veut dire qu'on va devoir regrouper peut-être tous ceux qui sont infectés, puis les isoler des autres. Il y en a d'autres qu'on va mettre en surveillance pour peut-être 14 jours pour savoir qui est-ce qui serait après infecté. Il y en a d'autres qui ne seront jamais infectés, puis on veut vraiment bien les protéger. Donc, comme vous imaginez, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour les équipes sur place. Puis sans oublier qu'il y a des professionnels qui s'infectent. Donc, ça veut dire que, bien sûr, ils restent à la maison pour ne pas propager l'infection. Ça veut dire qu'il y a du personnel de remplacement qui doit venir. On doit tout réorganiser. On dit que dans un CHSLD, on doit transformer un milieu de vie, donc un milieu qui est là pour le quotidien, le sport, la salle à manger. Et puis, on doit le transformer en milieu de soins aigus, un peu comme un mini-hôpital sur place. Donc, c'est un énorme changement pour la structure dans une situation où il y a aussi d'absentéisme lié au personnel qui s'est infecté sur le terrain. Oh là là, ça doit être vraiment très, très stressant pour le personnel. Mais c'est vraiment, oui, c'est vraiment quelque chose. Déjà, il y a souvent, on sait que c'est ça, l'infection. En fait, les résidents en CHSLD, ils peuvent pas attraper l'infection si on leur apporte pas. Eux, ils vivent là-bas, ils sont là. Donc, comment ça se passe? C'est que soit c'est un personnel, par exemple, dans une résidence, c'est une dame qui s'était infectée parce que son enfant avait attrapé la Covid et puis la maman était infectée puis elle le savait pas. Puis elle est venue au travail et comme on dit au début, parfois on est asymptomatique, ça veut dire qu'on ne sait pas qu'on a la Covid, mais pourtant on l'a déjà. Et puis dans cette période-là, avant qu'on sache, on peut déjà infecter des personnes. Alors ça veut dire que pour les travailleurs, c'est ça, ils sont dans cette chaîne de transmission, etc. C'est quelque chose d'assez pesant. En plus il y a aussi qu'ils reviennent à la maison. Alors quand on travaille dans ce qu'on appelle une zone rouge, c'est là où il y a tous ceux qui ont le Covid, ça veut dire qu'on est aussi plus exposé quand on revient à la maison après pour sa famille. Donc, ça a beaucoup d'implications. C'est vraiment de lourd. Alors, c'est des professionnels, donc je pense qu'ils sont admirables de faire ce qu'ils font, mais c'est important. Et puis, c'est pas que les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, etc. Un système comme ça, c'est tout le monde. C'est la cuisine, la buanderie, comment on fait avec le linge, parce que le linge qui peut être souillé avec la Covid, il faut qu'il rentre par un circuit protégé pour qu'ils ressortent du bon côté quand c'est propre. Puis c'est pareil pour la nourriture, les plateaux qui sortent, qui rentrent. C'est vraiment c'est assez faramineux tout ce qu'il y a à faire dans un établissement comme ça en éclosion là, pour pouvoir stabiliser la place, protéger les résidents. Et puis, il faut aussi savoir, c'est bien triste, mais il y a des décès aussi parce que bien sûr, on hospitalise les résidents qui sont encore en bonne santé, qui le souhaitent. Et il y a des personnes aussi qui sont plus âgées, qui sont plus fragiles, on voit avec les familles, avec les résidents, est-ce
est-ce que, par exemple, eux, s'ils ont la Covid, ils voudront aller à l'hôpital ou pas? Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que c'est pas, à ce stade de leur vie, c'est pas vraiment ce qu'on voudrait. Donc, il y a aussi, toutes ces équipes sont aussi et ces familles, voilà, dans cette réalité-là de la vie et de la mort par rapport à la Covid. Alors moi, souvent, j'étais plus en support. J'étais là pour coordonner un peu les médecins, pour être sûr que que les résidents qui avaient besoin voient un médecin, etc. Et puis pour, comme je dis, réfléchir à la prévention des infections. Donc, comment on isole les gens dans une zone, etc. Donc moi, j'étais pas directement dans le soin avec les résidents, mais un certain nombre d'établissements, j'aidais à, par exemple, avoir une liste à jour de tout le monde qui est là, qui est-ce qui a le Covid, qui est-ce qui est rétabli, qui est-ce qui a jamais eu la Covid, etc. Et puis aussi, donc même si moi, j'étais pas, j'ai, je savais au jour le jour que ces personnes décédaient, par exemple, parce que du coup, on maintenait cette liste, etc. Donc même si moi, et puis je parlais avec l'infirmière qui devait aller voir un résident parce qu'il y avait, on rentrait dans cette phase de vie où il y avait besoin voilà, d'être sur à l'époque, à la première vague, là, quand les personnes étaient comme ça en fin de vie, il pouvait y avoir une visite de la famille, donc il y avait aussi ça à coordonner donc j'étais informée, bien que j'ai pas été. Je comprends. Tu as été informée justement, donc ça devait être extrêmement troublant pour les familles, pour les résidents, les familles, et puis bien sûr pour les accompagnateurs de voir tous ces drames qui se déroulaient. Ben oui, mais il faut se dire aussi que, bon, même si c'est une réalité qui existait, en fait, quand on est dans un état de crise comme ça, on est vraiment tourné vers l'action. On est tourné vers la stabilisation, comment on doit réorganiser, où sont les priorités, où sont les dangers pour les contrôler, que ça ne se diffuse pas, etc. Ce qui fait que, puis on fonctionne beaucoup sous adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone un peu de quand on fait du sport, quand on fait des choses très stimulantes, là. Et puis là-bas, il y a tellement à faire qu'on est tous on est tous orientés vers cette mission de contrôle, de stabilisation, etc. Ce qui fait qu'on est plus tourné vers la vie et vers préserver la vie et vers stabiliser la situation. C'est vraiment ça qui importe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on engrange en nous aussi, on n'a pas forcément complètement le temps de traiter. Et puis, mais il ne faut pas oublier que voilà, on est à la fois toujours conscient que cette réalité existe et puis on est obligé d'être dans l'action. Donc, c'est quelque chose assez particulier d'avoir ces deux dimensions. À la fois, il y a un drame, mais vous n'êtes pas là pour juste voir un drame et puis être triste ou se dire mais c'est terrible. Vous êtes là, non, pour se dire ok, comment on sort de cette crise, comment on avance, qu'est-ce qu'il y a à faire au jour le jour, on fait des meetings le matin, c'est quoi les priorités de la journée. C'est un peu comme si on partait en mission humanitaire avec la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières. Dans un pays en guerre, en crise, etc. Seulement, là, c'est à nos portes. Et puis là, on est là-dedans. Mais moi, ce que je peux imaginer, Adélaïde, c'est que en situation de crise, c'est comme si on n'a pas le temps de prendre soin de soi, peut-être, de ses émotions ou quoi que ce soit. Il faut continuer à avancer, avancer, avancer. Alors, c'est peut-être là aussi pour un travailleur ou une travailleuse que la fatigue s'installe. Mais on voit beaucoup de. Je sais que justement, quand je me rappelle très bien, moi, donc, j'ai une position particulière parce que j'arrivais, puis avec un peu électron libre, puis pour venir supporter, donc je pouvais identifier des besoins, etc. Et donc, j'observais beaucoup ce qui se passe sur place pour justement essayer d'attirer l'attention de la direction et dire là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et puis, ça m'a vraiment frappé. En fait, il faut penser que les professionnels, donc les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les aides de service qui rentrent vraiment dans les chambres des résidents, ils doivent revêtir ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle. Donc, si on est dans une zone rouge où il y a du Covid, ou même pour les gens où on ne sait pas, on doit mettre 4 éléments. On doit mettre son masque, mais évidemment, le masque, c'est tout le temps. On doit mettre une protection oculaire. On doit mettre une blouse par-dessus de soi. Et puis, on doit mettre des gants. Et puis, quand on enlève ça, on doit faire très attention. C'est très physiquement, c'est ça. C'est du travail en plus par rapport à leur travail de d'habitude, etc. Donc ça, et moi, les soignants, je les voyais pendant leur pause repas, et puis ils étaient fatigués. Ça se voyait sur les visages, la fatigue. Et puis ça, c'est eux. Mais moi, si je vous parle de moi, quand je vais 5 jours là-bas sur le terrain, bon, je suis dans mon truc et tout, on travaille beaucoup et tout. Et puis quand je ressors après, c'est là que la fatigue, elle vient. Là, on est vraiment fatigué. Puis
Puis là, on pense, on reste avec tout ce qu'on a vu, et puis on a, ah, mais est-ce qu'on n'a pas oublié ça, ce que ceci, nana, ça reste avec nous après, parce que c'est comme s'il y a tellement de choses à faire, etc. Alors, c'est sûr que pour les professionnels qui restent là pendant, en éclosion, pendant 1 mois, 2 mois, etc., on a vraiment besoin de soutien, d'avoir une bonne hygiène de vie pour se reposer. Il y a beaucoup d'infirmières, de personnel, ils ont fait ce qu'on appelle des doubles ou des triples, c'est-à-dire qu'ils enchaînaient plusieurs quarts de travail parce que si un collègue est malade, ben, c'est devenu un milieu de soins. Là, on a besoin de quelqu'un pour distribuer les médicaments, on a besoin de quelqu'un pour tout. C'est un service continu. Euh, donc s'il y en a un qui est malade, bon, c'est facile de trouver quelqu'un, mais si ce jour-là, il y en a 5 professionnels qu'on apprend qui sont infectés parce que c'est compliqué là-bas aussi. Hein. Puis après, on fait beaucoup d'éducation, mais par exemple, on sait que les professionnels, ils se contaminent quand ils enlèvent leurs équipements, mais aussi ils se contaminent quand ils font leur pause, parce qu'ils vont prendre leur repas, puis ils enlèvent leur masque, puis là, ils baissent la garde. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour distancier les tables, pour que quand ils mangent comme ça, ils restent à distance. Mais parfois, ben, il y en a, ils oublient ou quoi, et puis ils se lèvent pour aller parler à leurs collègues sans masque. Puis là, ils sont pas, là, ils sont à moins de 2 mètres, puis ils sont pas protégés. Donc, s'il y en a un, par malchance, euh, que, comme on est exposé professionnellement, en soi, tout le monde a plus de risques même si on fait attention. Alors, c'est vraiment une vigilance de tous les instants, et c'est vrai que c'est beaucoup de fatigue d'être dans ce milieu-là. Oh là là, je pense à différentes qualités qu'on pourrait leur attribuer. Il me vient, j'en ai plein là, mais peut-être tu peux compléter le dévouement, la générosité. Ben oui, c'est ça, le dévouement, la générosité, l'écoute, la patience, la persévérance, parce que jour après jour, il faut continuer et continuer avec ces mesures de prévention, la solidarité entre eux en équipe. C'est beau de voir ça. C'est vraiment Oui. inspirant. Euh, Si je pense à un élève ou à une élève, comment cet élève-là peut-il contribuer? Et concrètement, là, comme j'ai dit, en CHSLD, le Covid va rentrer parce que il y a une personne qui vient rendre visite qui serait contaminé, ou un professionnel de la santé qui serait contaminé, ou que le résident irait peut-être à l'hôpital à l'extérieur et puis qu'à ce moment, il y a une contamination. Donc, c'est sûr que d'un point de vue vraiment direct, premier niveau, là, tous les élèves qui sont dans une famille d'un travailleur de la santé, si eux, ils se contaminent, ils peuvent contaminer leur maman, leur papa, qui, eux, peuvent contaminer des personnes dans leur travail. Mais on est obligé de ne pas se limiter à ça parce que, en fait, c'est toute une chaîne de transmission. Donc, si on veut contrôler, ça repose sur le fait que c'est tout le monde qui fait les efforts pour que ça n'arrive pas à contaminer la personne qui va les contaminer, qui va rentrer là-bas. Donc, les mesures, on les connaît. La COVID, ça se transmet par 2 manières. Il y a la transmission gouttelette et la transmission contact, principalement. Donc, les petites gouttelettes qu'on émet, et ça, la meilleure manière de protéger, c'est de mettre un masque et puis de garder la distanciation. Et puis après, c'est de se laver les mains à cause de les gouttelettes qui pourraient aller sur des contacts qui nous contaminent. Vraiment, le premier niveau, c'est vraiment le masque à cause de cette contamination par gouttelette. Donc, ça repose sur un effort vraiment collectif de respecter les mesures de santé publique qui nous sont demandées, qui ne sont pas faciles. Mais c'est en freinant la chaîne de transmission à tous les niveaux qu'on permet qu'à la fin, ça n'aille pas dans des milieux très fragiles comme les CHSLD. Vraiment très bien expliqué. Est-ce qu'on peut maintenant se tourner vers les résidents? Comment ils vivent cette période difficile? Puis, qu'est-ce qui les caractérise? Eux, ils sont sûrement très courageux aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et dans les résidents, il y a différentes structures qui sont un petit peu comme ça. Il y a les résidences pour aînés, où c'est des personnes plus qui sont en bon état général, les résidences intermédiaires, puis les CHSLD qui sont des personnes un peu en moins bon état général. Donc c'est très variable. Là. En fait, il y a deux types dans ces résidences. Il y a quelque chose qu'on appelle les unités cognitives. C'est des unités qui sont fermées parce que c'est des personnes qui, par exemple, ont une maladie d'Alzheimer et puis qui se baladent partout. Alors, on est obligé de fermer la porte pour qu'ils ne s'en aillent pas là, ailleurs.
Et puis, c'est un milieu très particulier parce qu'en général, comme c'est des personnes qui partent partout, on ne peut pas les maintenir dans leur chambre. Donc, si le Covid rentre dans une unité comme ça va se diffuser très vite à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment un milieu très particulier. Après, tout le reste, ben, en général, ça modifie complètement leur vie parce qu'en général, on va devoir faire donc des zones, comme j'ai dit, des zones rouges si on tousse le Covid, etc., ou des zones jaunes, des zones vertes. Mais surtout, en général, il va y avoir ce qu'on appelle un isolement à la chambre, c'est-à-dire qu'ils vont plus pouvoir aller dans la salle à manger pour prendre leur repas comme avant, pendant tout un temps, jusqu'à ce qu'on arrive à stabiliser et qu'il n'y ait plus de Covid. Donc, ça va être moins d'interaction sociale avec les autres personnes avec qui ils sont habitués d'interagir. Plus de solitude. Plus de solitude, les activités physiques vont être souvent suspendues jusqu'à ce qu'on revienne à une stabilité. Et puis aussi au niveau des visites, donc ce qu'on appelle les proches aidants, donc en général c'est une personne par résident, peuvent venir, mais bien sûr superviser, et puis il faut qu'ils mettent les équipements, etc. Mais par contre, les visites sont limitées à ça, donc c'est aussi plus de limites. Et donc après, on fait ce qu'on peut pour faire en sorte qu'ils puissent avoir des coups de fil, que les gens les appellent, etc. Mais le personnel est aussi limité, et puis aussi au début très concentré sur vraiment préserver la santé, etc. Que c'est plus difficile d'avoir du personnel comme d'habitude pour permettre de faire ces appels, etc. Donc souvent, on essaye de renforcer. Il y a des endroits où ils ont, dans notre SUS, là, il y a des systèmes de tablettes, il y a des personnes qui peuvent venir, etc. Mais forcément, au moment où il y a une éclosion, bah, il y a plus d'isolement, plus de solitude pour eux, même si tout le monde fait du mieux qu'il peut, hein, mais c'est juste qu'il faut se rendre compte que tout le monde est tellement affairé que forcément, c'est quand même plus d'isolement pour les résidents, jusqu'à ce que ça redevienne vert. Là, c'est un petit peu la magie de quand on sort de l'éclosion. Puis ce jour-là, moi, j'ai assisté à ça dans un endroit récemment où on ressort les résidents pour aller à la salle à manger après des semaines qui mangeaient tout le temps dans leur chambre. C'est quelque chose de très émouvant à voir, mais pendant tout le temps où il y a cet isolement à la chambre pour des raisons sanitaires, là, c'est vrai que c'est plus de solitude. C'est triste les histoires qu'on entendait dans les médias, les personnes aux prises avec le virus, les familles qui ne pouvaient les visiter. On a vraiment beaucoup de compassion pour eux, et les résidents et les familles. Mais c'est pour ça que moi, je pourrais parler juste d'une initiative que j'avais mis en place pendant la première vague. Donc, je voyais ces résidents et puis ça a comme cliqué. Là, je me suis dit, je vais voir dans mon réseau si j'ai pas des enfants d'école, des jeunes, des adultes qui pourraient pas écrire des lettres à ces résidents pour les soutenir. C'est toute une initiative qui a très bien marché. Donc, j'ai eu peut-être des centaines de lettres que j'ai pu distribuer dans différents sites d'enfants, de jeunes d'école, et puis aussi des adultes, même des poèmes. Et puis aussi, j'ai étendu ça un peu pour les professionnels de la santé parce que justement, je les voyais fatigués et ça leur a fait vraiment chaud au cœur. Là, c'était vraiment. Alors, dans les résidences, c'est bon, j'en avais un peu pour tout le monde. Donc, il y en avait qui ne comprenaient pas tellement ce que c'était, mais il y en avait qui comprenaient très bien, qui étaient très émus. Même un qui m'a écrit un petit mot. Il m'a dit donnez ça à cet enfant qui m'a écrit, etc. Il était très touché. Et puis, c'est ça. En fait, le milieu de crise, c'est aussi un milieu pour laisser faire l'initiative. Et puis, il faut écouter son cœur et puis se dire mais qu'est-ce que je pourrais faire moi? Alors, l'autre chose que j'ai apporté dans ces endroits, c'est aussi des animations musicales. Voilà, avec un ami qui joue de la guitare, là, on est allé là-bas, et puis on a fait de la musique, puis on a pris quelques autres amis qui sont venus avec nous, en extérieur, hein, parce qu'il fallait que ça soit sécuritaire, c'était au printemps, donc c'était plus simple. Et puis on a fait des petites animations, et puis ça a vraiment ça a ramené de la vie, ramené de la gaieté un petit peu. Il y a dû avoir beaucoup de sourires sur ces balcons. Oui, c'est ça, c'était des visages aux fenêtres, alors c'était émouvant de les voir derrière leurs fenêtres, c'était très particulier comme expérience. C'est vraiment beau de voir ça. Alors nous, avec les élèves à l'école, on pourrait d'une part soutenir les résidents avec des cartes, puis on trouvera une manière créative également de remercier les travailleurs de la santé
pour tout le merveilleux travail qu'ils effectuent. Mhm. Et toi aussi, tu fais partie de l'équipe, alors on est grandement impressionnés. Merci beaucoup, Adélaïde, pour tout ce que tu fais. Et merci pour votre Et tu initiative. transmettras nos remerciements aussi à toutes tes équipes, les équipes avec lesquelles tu as travaillé. Ok, très bien. Je pense que ça va être très apprécié si vous souhaitez faire quelque chose pour les soutenir. On en a grand besoin. Ça y est, continue à y avoir des éclosions, etc. Donc, c'est un besoin continu. Et les heures, les longues heures à travailler, ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, un grand merci à toi et à toute l'équipe. Merci, Joanne. Au revoir, merci.